Bonjour, mon nom est Émilie Racine et je suis conseillère pédagogique en intégration des technologies au Centre de services scolaires de Portneuf. C'est un travail que je fais en collaboration avec ma collègue Martine Plante. Nous sommes votre équipe du Récit local. Aujourd'hui, on voulait vous présenter une capsule pour vous parler de la loi 25, mais surtout de ses impacts sur l'utilisation de la pédagogie numérique. Quel que soit votre rôle au sein de notre organisme, il est possible que vous utilisiez des plateformes numériques pour effectuer votre travail. En tant que conseillère pédagogique en intégration des technologies, il est important pour nous de vous présenter la loi 25 et ses impacts dans votre quotidien. Une petite mise en garde avant de débuter. Il faut savoir que la loi 25, c'est une loi qui est très complexe. Ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est ce qu'on comprend de la loi 25 en date du tournage de cette capsule le 18 octobre 2023. Par contre, sachez qu'il y aura des capsules supplémentaires avec plus de précision qui vous seront présentées durant l'année scolaire. Qu'est-ce que la loi 25 réellement? En fait, la loi 25, ce n'est pas une nouvelle loi. C'est une loi qui a été adoptée en 1982 sous le nom de Loi sur l'accès. Aujourd'hui, plus de 30 ans plus tard, la loi 25 modernise la loi sur l'accès. Donc, on appelle cette loi-là la modernisation de la loi sur l'accès. C'est aussi appelé la loi 25. Il faut savoir que cette loi-là, c'est une loi qui est très complexe, puis qui va se présenter en plusieurs phases. Cette loi-là est évolutive. Il y a eu une première phase en septembre 2022, une deuxième phase qui vient de s'actualiser en septembre 2023 et il y aura une dernière phase en septembre 2024. Comme organisme public, cette loi-là nous oblige à protéger les données personnelles de nos élèves et de nos employés. Qu'est-ce que c'est une donnée personnelle ou une donnée sensible? En fait, ce sont les informations reliées soit à votre identité ou à votre scolarité. Ça peut être donc votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse ou encore votre code permanent, votre horaire de cours. Ce qui est important de comprendre, c'est que seul votre prénom, votre nom, en lui-même n'est pas une donnée sensible. Ça devient une donnée sensible quand on la combine avec une autre donnée. Par exemple, si j'ai une liste des noms de mes élèves, juste la liste en tant que telle avec le nom de mes élèves, ce n'est pas une donnée sensible. Par contre, si je combine le nom de mes élèves à mon numéro de groupe et mon école, je viens de créer une triangulation d'informations de plusieurs données sensibles. Ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est cette combinaison-là d'informations et de données sensibles consignées à même un seul document. Une autre obligation que nous avons est de s'assurer du plus haut niveau de confidentialité pour nos données. Au Québec, on s'attend à ce que nos données soient hébergées soit au Québec, soit au Canada. C'est le plus haut niveau de sécurité pour nos données. Une autre obligation que nous avons est d'encadrer juridiquement les technologies. Par exemple, il faudra produire un rapport d'incident si on pense qu'il y a eu une possible fuite de données. Je vous donne l'exemple d'un courriel. J'envoie un courriel à un parent, je me trompe de parent et j'envoie les informations personnelles d'un enfant à un autre destinataire. Donc, j'ai une fuite possible de données, je dois rapporter cette fuite à mon supérieur immédiat. Mon supérieur immédiat fera le lien avec le secrétariat général. Au secrétariat général, il y aura un registre des incidents de confidentialité qui sera tenu, et tout ça dans le but de nous protéger. Il y aura aussi un formulaire de consentement à faire signer par les parents. Ce formulaire est différent du formulaire que nous avions antérieurement, car il est à jour avec la loi 25. Je vais vous donner quelques exemples de comment la loi 25 peut avoir un impact sur l'utilisation des technologies. Je vous donne l'exemple des applications sur les iPads. Il sera toujours possible d'installer des applications sur les iPads. Par contre, il faudra s'assurer que l'application qu'on installe sur les iPads a un niveau de sécurité acceptable. Par exemple, si j'installe Outlook sur mon iPad, c'est une application courriel, il est possible que cette application demande à voir mes contacts, puisqu'elle en a besoin pour fonctionner. Donc, on va accepter l'application Outlook sur nos iPads. Par contre, si on demandait l'installation d'une application de calculatrice et que l'application calculatrice nous spécifie avoir besoin de voir nos contacts pour fonctionner, on va refuser cette application. Cette application-là n'a pas besoin de nos données sensibles pour pouvoir fonctionner. Mes contacts, c'est pas une information nécessaire à son fonctionnement.
Donc, on devra s'assurer de la sécurité des données qu'on envoie dans les applications iPad. Vous savez qu'on a chez nous deux environnements numériques d'apprentissage, soit Google et Microsoft. Il faut savoir que ces deux environnements-là vont pouvoir continuer de coexister. Là où il y a un enjeu, en fait, c'est que avec Microsoft, on a signé un contrat comme quoi nos données sont stockées au Canada. Donc, on peut y mettre des informations sensibles, des données sensibles. Si on a besoin, par exemple, de recueillir des informations sur nos parents en lien avec une autorisation de voyage, numéro de téléphone du parent, nom du parent, l'enfant qui lui est associé, il faudra absolument le faire dans Microsoft parce qu'on recueille des données sensibles. Dans l'environnement Google, on n'a pas la certification que nos données sont conservées au Canada. Donc, il va falloir faire très attention de ne pas y placer des données sensibles. On peut continuer à utiliser la suite Google pour recueillir des traces d'apprentissage sans problème. Un problème mathématique, ce n'est pas des données sensibles. Par contre, si on veut recueillir des données sensibles des parents, des élèves, si on veut stocker des données sensibles, on ne le fera pas via la plateforme Google pour éducation. On utilise aussi plusieurs plateformes numériques telles que Seesaw, ClassDojo, Classcraft. Vous pouvez continuer d'utiliser cette plateforme en respectant certaines conditions. Par exemple, il faudrait mettre uniquement le prénom de l'élève ou encore lui donner un surnom. On ne pourra pas y mettre des photos de nos élèves et de la vie de classe. Il faudrait s'abstenir d'y entrer des informations sensibles. Pour les autres outils en ligne, on va privilégier des outils qui ne nécessitent pas une connexion avec l'authentification Google. Certaines applications nous permettent de s'identifier avec notre identifiant du CSS Port9 via Google ou Microsoft. Pour certaines applications, ce sera toujours possible de le faire. C'est pour les applications tierces qui ne demandent pas des informations sensibles. Pour d'autres, ce ne sera malheureusement plus possible de se connecter avec votre authentifiant Google. Ce sont les services informatiques qui pourront eux-mêmes bloquer cet accès-là si l'application tierce demande des données sensibles. On pourra aussi privilégier les sites web, les applications qui demandent aux élèves de se connecter seulement avec un code. Je pense à Kahoot, par exemple, où l'élève rentre le code du questionnaire, n'a pas besoin de s'identifier, donc on n'a pas de données sensibles dans cette plateforme-là. On sait que pour plusieurs d'entre vous, partager la vie de classe avec les parents, c'est très important. Non seulement c'est important pour vous, mais c'est important aussi pour les parents. Nous vous présenterons des capsules prochainement sur plusieurs outils de Microsoft qui peuvent être utilisés pour partager un album classe, par exemple, aux parents de vos élèves. Ça pourrait être fait, par exemple, avec OneDrive ou encore avec Sway, qui sont deux outils de la suite Microsoft. On sait que la loi 25, c'est une loi qui amène plusieurs questions. Le comité qui a été formé en lien avec la loi 25 s'assurera de produire un question-réponse pour répondre à vos questions. Ce document question-réponse sera alimenté de vos propres questions, lesquelles vous pouvez envoyer à l'adresse suivante. secgen@cssportneuf.gouv.qc.ca. Lorsque vous enverrez un courriel à cette adresse, le secrétariat général prendra le temps de répondre personnellement à votre question, mais votre question sera aussi incluse de façon anonyme dans un document question-réponse qui sera acheminé dans vos établissements. De cette façon, nous pourrons nous construire une compréhension collective de la loi 25 et de son impact sur l'utilisation des technologies. J'espère que cette capsule vous a aidé à mieux comprendre la loi 25.